Je suis Mathilde Guillon et je suis Laure Bonatti et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. L'autre jour, en consultation, j'ai reçu un chat pour des attaques sur son propriétaire. De temps en temps, plutôt le soir, le chat se mettait à fixer son propriétaire, l'approchait doucement avec les pupilles dilatées et parfois le poil hérissé. Si personne ne l'interrompait dans cette séquence, il sautait sur la jambe du propriétaire pour le mordre et le griffer. Alors ça, c'est vraiment un motif de consultation fréquent pour nous, ces chats qui attaquent leur propriétaire. Il faut bien d'ailleurs faire la différence entre une attaque de prédation et une attaque d'agression. En effet, les chats peuvent attaquer pour deux raisons. Ils peuvent soit vouloir mettre l'objet de leurs attaques à distance, ça c'est souvent le cas de chats qui ont été punis ou qui n'aiment pas être dérangés, ou au contraire, ils veulent pouvoir réduire la distance avec l'objet de leurs attaques. Et on va vous expliquer tout ça dans la suite de l'épisode, évidemment. Donc Mathilde, dans ton cas, c'était quoi à ton avis ? Vous l'aurez compris, on était plutôt dans le second cas. Ce chat faisait de la prédation, c'est-à-dire en gros qu'il traitait son propriétaire, moi j'aime bien dire comme une souris géante. Alors d'abord il faut vous dire comment on fait la différence. Laure l'a dit, l'objectif c'est de réduire la distance avec ce qui, à ce moment-là, est une proie. Alors que dans le cas d'une agression, c'est l'inverse, on cherche à éloigner une menace. Donc a priori, si la personne attaquée s'éloigne suffisamment vite, il n'y aura pas d'attaque. Par contre, si c'est de la prédation, évidemment que si la personne part en courant et crie, elle se comporte justement comme une proie et ça peut encore aggraver les attaques. Ensuite, une agression s'accompagne habituellement de vocalisation. Donc le chat va crier, grogner, feuler. Il veut paraître en fait très impressionnant pour éviter qu'on ne l'approche. Dans le cas de la prédation, bien sûr, on a tout intérêt à ne pas se faire entendre de sa proie pour pouvoir réussir à l'attraper et à la manger. C'est pourquoi, dans les attaques que tu décris, Mathilde, le chat s'approche lentement, voire furtivement de son propriétaire. Exactement. Et bien sûr, le traitement à la fin de la consultation ne sera pas le même. Mais pour vous expliquer ça, on va s'attarder un peu sur l'histoire de la domestication du chat. Oui, alors c'est une histoire intéressante et d'ailleurs, on a un épisode tout entier sur la domestication des animaux de compagnie dans les cartons depuis longtemps. Mais le sujet est vraiment vaste et du coup, c'est limite impressionnant de l'écrire. Donc on va se fixer comme objectif de le faire pour 2023. Toujours est-il que le chat a été domestiqué relativement récemment par rapport au chien. Pour le chien, on parle d'une domestication il y a environ 30 000 ans, voire 40 000 ans, alors que pour le chat, on est plutôt sur 5 à 10 000 ans en gros. C'est important parce que la domestication implique que l'on parte d'une espèce sauvage. Dans le cas du chat, il s'agit d'un chat sauvage d'Afrique du Nord, qu'on appelle Felis libica, c'est son nom latin. Une fois que cette espèce sauvage commence à être apprivoisée par l'humain, il va ensuite y avoir un processus de sélection de quelques individus et ça va conduire lentement à la création d'une nouvelle espèce qu'on dira donc une espèce domestique. Donc créer une nouvelle espèce, évidemment, ça se fait sur le temps long, probablement plusieurs siècles, voire millénaires. Et la domestication, il faut voir ça comme un processus commun entre l'humain et l'animal. L'animal, il a des avantages à être domestiqué, il gagne en sécurité, la nourriture et l'abri sont fournis par les humains. Mais en contrepartie, il doit aussi renoncer à certaines caractéristiques pour vivre à nos côtés. Notamment, les animaux domestiques, ils sont plus libres de leurs déplacements. Ils doivent pouvoir tolérer de vivre dans un milieu confiné avec des humains. Et pour une espèce domestique, on va aussi considérer qu'elle va devoir se reposer uniquement sur l'humain pour se nourrir et pour se reproduire. Oui, Laure, ce sont les humains qui choisissent quels animaux domestiques vont avoir une descendance parce qu'ils sont soit les plus beaux, soit les plus productifs pour le cas des animaux d'élevage, ou encore pour certains d'entre eux sur des critères comportementaux. Pour en revenir à nos chats, c'est un peu différent, parce que la plupart des chats sur Terre se reproduisent tout seuls sans contrôle des humains. Et c'est notamment ce qui fait dire à certains chercheurs que le chat Felis catus est encore en cours de domestication. Et oui, vous l'aurez compris, les caractéristiques qu'on décrivait plus haut ne s'appliquent pas complètement au chat, qui continue à se nourrir tout seul en chassant et peut se reproduire seul sans sélection par l'humain. En fait, la prédation a même été conservée par les humains qui trouvent que les chats, c'est bien pratique pour chasser les rongeurs et protéger les récoltes. Sauf que cette même propension à chasser devient un problème quand le chat vit, comme dans ton histoire Mathilde, dans un petit appartement où la seule chose qui varie vraiment, ce sont les humains. C'est exactement ça. Ce chat, il avait été trouvé dans la rue, probablement qu'il était issu d'une portée de chat errant. Le principe des chats errants, c'est qu'ils se sélectionnent, entre guillemets, tout seuls, sans intervention de l'humain. Ceux qui se reproduisent sont donc des chats habitués à se nourrir tout seuls.
Et souvenez-vous de notre épisode sur le tempérament. Les traits de tempérament sont plus ou moins héritables. Donc ce chat, issu de chat prédateur, est lui aussi un grand prédateur. C'est exactement ça alors. La prédation représentait pour lui un besoin. Pas question donc de le punir en lui faisant peur, en le prenant par la peau du cou ou en lui mettant un spray d'eau sur la truffe comme on le voit parfois. Sinon cette fois, on risquait vraiment de créer des agressions, voire un savant mélange parfois de prédation puis d'agression. Il faut vraiment voir la prédation comme une nécessité pour ce chat, au même titre que manger ou dormir. Et comme tout besoin, il va falloir y répondre. Pour le chat, ça fait partie du répertoire comportemental d'utiliser ses pattes pour manipuler sa nourriture. Ah oui, le répertoire comportemental, c'est une notion importante. On utilise ce terme pour parler de l'ensemble des comportements qui peuvent être exprimés par l'animal. Et donc, toutes les séquences de prédation font partie du répertoire comportemental normal du chat. Et bien sûr, ces comportements sont liés à la prise alimentaire. Donc, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est s'intéresser à ce qu'il y a dans la gamelle du chat. Si le chat a faim, sa tendance à la prédation risque d'augmenter. Donc pour ces chats-là, pas question de les frustrer sur la nourriture. Les croquettes doivent être à volonté, c'est à peine discutable. Et on va faire encore mieux, parce qu'on va faire en sorte que le chat puisse les chasser, les manipuler en utilisant des jeux de recherche et qui impliquent d'utiliser la patte pour attraper les croquettes. On a déjà un peu détaillé ces jouets dans l'épisode sur le chat en appartement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut essayer au maximum de varier les modes de prise alimentaire pour apporter de la nouveauté. Quand ça devient trop facile, trop répétitif pour le chat, il est possible que cela fasse réapparaître des comportements de prédation sur l'humain. On va bien sûr aussi occuper le chat autrement que par la nourriture, en le faisant beaucoup jouer. Parce que le jeu, chez le chat, c'est beaucoup de séquences de prédation qui sont reproduites sur les objets. Mais pour certains chats, ça ne suffira pas non plus et la solution, ça va être de les faire sortir. On l'a déjà dit, les sorties peuvent être ponctuelles, pendant des week-ends à la campagne par exemple. Mais dans le cas du chat de l'intro de l'épisode, pour qu'il n'attaque plus du tout son propriétaire, l'idéal serait quand même qu'il puisse sortir à volonté. Et rassurez-vous, son déménagement était justement prévu prochainement et les choses vont donc s'améliorer pour tout le monde. Bon, peut-être sauf pour les oiseaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les chats qui sortent ont un impact sur la faune sauvage. Cet impact a été bien étudié et il peut même être considérable chez certaines espèces. Et oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chats se spécialisent dans certaines proies. Certains ne vont chasser que des petits mammifères, d'autres des oiseaux, d'autres des lézards, et ils changent en fait assez rarement de type de proie chassée. La prédation va avoir un impact non seulement en termes de réduction des populations, mais pas seulement. Les proies vont aussi changer de comportement en présence de chats, elles vont avoir tendance à se cacher davantage et donc elles vont moins se nourrir et moins se reproduire. Alors, est-ce qu'il faut garder le chat enfermé pour autant et se laisser attaquer? Bien sûr que non. Par contre, on peut essayer de compenser le risque de prédation en rendant l'accès difficile à certains arbres pour le chat par exemple, en nourrissant les oiseaux loin de la zone de chasse du chat et le plus important, on va éviter que les chats ne se multiplient. C'est donc vraiment important que les chats soient stérilisés pour limiter la pression sur la faune sauvage. Donc si je résume, la prédation est un besoin pour le chat qui a été conservé par l'humain et qui est particulièrement prégnant chez certains individus. Il faut bien différencier les attaques de prédation des attaques d'agression. Et dans le cas des attaques de prédation, la solution, c'est de répondre à ce besoin de chasser. On espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre vos chats. N'hésitez pas à partager vos témoignages et vos idées pour préserver la faune sauvage sur notre Instagram Vétologie ou sur vétologie.podcast@gmail.com. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner au podcast Vétologie et à mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et à très bientôt sur Vétologie.